Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, vous le savez, ça s'apprend en famille et surtout au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis, pour notre sujet du jour, vous avez certainement entendu parler des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire, une mesure inscrite dans la stratégie nationale sport santé et dans la démarche école promotrice de santé avec un objectif clair, lutter contre la sédentarité et ce dès le plus jeune âge. Mais entre les intentions affichées et la réalité dans les classes, le passage à l'action reste parfois compliqué. Alors comment intégrer le mouvement sans empiéter sur les apprentissages fondamentaux et surtout le corps peut-il devenir un allié de la réussite scolaire? On en parle avec notre invitée du jour, Mégane Boixière-Marconnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Bouge et Apprends qu'on va découvrir dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy, sa série La famille tout écran. Et on se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Ma chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand tu maquilles trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Allez, sur un tout autre sujet, selon les dernières données, 37% des enfants de 6 à 10 ans sont aujourd'hui en situation de sédentarité élevée. Un chiffre préoccupant, alors même que l'enfance est supposée être l'âge du mouvement, alors que dans le même temps, l'école, elle, reste un lieu où, bien évidemment, on passe encore la majeure partie de sa journée assis. Alors, face à ce constat, certaines initiatives cherchent à ne plus opposer activité physique et apprentissage, mais à les faire travailler ensemble. L'idée n'étant plus seulement de faire bouger les élèves, mais d'enseigner autrement. On découvre ça tout de suite dans le talk. Et avec moi en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mégane Boixière-Marconnet, fondatrice de Bouge et Apprends. Alors Mégane, j'aimerais qu'on commence peut-être par une petite mise en contexte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que sont les recommandations APQ, d'où est-ce qu'elles viennent, dans quelles conditions elles ont été mises en place, pour qui, pourquoi faire, bref, un petit brief. Très bien. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne, donc les 30 minutes APQ, c'est une réforme qui a été mise en place depuis septembre 2022 dans toutes les écoles primaires et qui demande aux enseignants de proposer 30 minutes de temps actif tous les jours. Elles sont en réponse à une augmentation de la sédentarité et de l'inactivité physique qui contribue, qui fait le lit de tout ce qui est maladies non transmissibles. Donc le surpoids, l'obésité et toutes les maladies associées. Alors, ça aussi, j'ai commencé un petit peu à l'évoquer dans le sommaire de cette émission, c'est le fait qu'effectivement, quand on est en classe, on passe beaucoup de temps assis. En moyenne, aujourd'hui, un élève, il passe combien d'heures assises par jour? En moyenne, un enfant passe 5h30 par jour assis à l'école. Et c'est sans compter les temps où il va être assis aussi le reste de sa journée, donc pour les repas, pour la lecture, pour les devoirs, etc. Oui, donc effectivement, il y a quand même urgence à faire bouger les plus jeunes. Aujourd'hui, ces 30 minutes d'activité physique, elles sont respectées dans les écoles. Parce qu'initialement, je crois que, si je ne me trompe pas, le président de la République avait pour objectif une application à 90% au moins de ces mesures. Je crois que dans les faits, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Dans les faits, effectivement, ce n'est pas tout à fait le cas.
mais on le comprend. En fait, on demande aux enseignants de répondre aux maux de la société. Donc, dès qu'il y a un problème dans la société, on leur demande d'intervenir, puisque c'est le lieu d'égalité des chances. Et en même temps, on ne leur fournit pas forcément les moyens nécessaires pour le mettre en place. Donc, on ne blâme aucun enseignant sur la non-mise en place de ces 30 minutes d'APQ, mais on essaye de les aider, justement. Et justement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour appliquer ces 30 minutes par jour ? Eh bien, le manque de temps. On demande aux enseignants de faire 30 minutes en plus du temps nécessaire à l'apprentissage scolaire, sans avoir plus de temps avec les élèves, sans avoir un programme moins chargé. Donc en fait, on comprend qu'il y a un manque de temps, et puis le manque de matériel et le manque de formation. Et puis il y a aussi un manque de compréhension différente pour faire la différence entre l'EPS, l'éducation physique et sportive, et les 30 minutes d'activité physique quotidienne, qui sont deux choses différentes. Oui, puisque bien sûr, elles sont complémentaires, hein. L'une n'efface pas l'autre. Hein. Exactement, les deux sont complémentaires. 3 heures d'EPS par semaine normalement, et 30 minutes chaque jour. Alors, ça signifie que finalement, on a demandé en fait aux écoles d'appliquer, et aux enseignants hein, surtout, d'appliquer une mesure sans en donner les moyens pédagogiques, c'est ça, pour le faire ? C'est un peu ça, effectivement. Ouais. Bon. Dans les faits, hein, pour vous redonner quand même quelques chiffres, je le disais, c'était initialement 90% de visée hein, pour l'application de ces mesures. Et dans les faits, aujourd'hui, on n'en est qu'à 42% des écoles qui les appliquent. Mais alors, est-ce que le corps, finalement, il n'a pas été un petit peu trop longtemps oublié à l'école, selon vous ? Le corps, de façon générale, a été souvent dissocié de l'esprit. On a toujours entendu dire dans les années précédentes qu'on était soit sportif, soit intellectuel, par exemple, qu'il fallait bouger pour être arrêter de bouger pour être concentré. On a trop dissocié le corps de l'esprit, alors que ça fait plus de 20 ans qu'on sait que l'activité physique, ça a des bienfaits sur les fonctions cognitives, et c'est prouvé par les sciences. Donc, il est temps de se mettre en mouvement. Mais ça, c'est aussi peut-être une question de culture, puisque je pense par exemple aux États-Unis, où là, il y a une culture du sport beaucoup plus importante. Donc, est-ce que c'est effectivement la culture française aussi qui a ce côté, quand on est en classe, on ne bouge pas ? Je pense qu'il y a un petit patrimoine culturel, effectivement. Pareil, on a tendance à opposer en fait les apprentissages fondamentaux à l'EPS, alors que c'est le troisième volume, la troisième matière, c'est la troisième matière en termes de volume, donc après les maths et le français. On a tendance à croire qu'on sera plus intelligent si on reste inactif et qu'on travaille beaucoup. Alors, de votre côté, justement, pour pallier le problème, vous avez décidé de lier à la fois le sport et l'apprentissage, hein, avec Bouge et Apprends, qui, comme son nom l'indique, effectivement, permet d'apprendre en bougeant. Vous nous expliquez quand même rapidement ce que vous proposez ? Du coup, chez Bouge et Apprends, on permet aux enseignants de primaire, aux professeurs d'école primaire, de travailler les matières scolaires avec de l'activité physique. Donc, on associe les capacités motrices aux programme scolaire, et donc avec nos 3 outils, on leur permet de travailler les maths en courant, le français en sautant, les sciences en lançant, et on les accompagne surtout de l'idée jusqu'à la mise en place, avec un temps réduit, avec le moins de friction possible, lié au temps de préparation. Et donc là, aujourd'hui, c'est uniquement pour le primaire, hein, c'est bien ça, parce que finalement, les 30 minutes APQ, pour l'instant, ça ne s'applique qu'au primaire. Alors aujourd'hui, on s'adresse aux primaires, puisqu'on pense que c'est là que les bonnes habitudes d'hygiène de vie s'ancrent, et donc mieux vaut agir tôt. Et puis aussi parce qu'en primaire, l'enseignant est pluridisciplinaire. Donc, rien n'est sectorisé, et c'est plus facile de créer la transversalité des matières. Et c'est aussi pour ça que l'EPS est souvent la variable d'ajustement, l'APQ est moins mise en place. C'est aussi à cause de cette pluridisciplinarité qui est quand même aussi beaucoup liée à l'appétence et à l'aisance du prof lui-même. Est-ce que, même si effectivement on comprend cette question de la transversalité des savoirs, est-ce que vous avez vocation peut-être à développer ça aussi pour le collège, pour continuer à les ancrer, ces bonnes habitudes dans le futur ? Tout à fait. Ça nous a été demandé directement par le rectorat de Montpellier quand on leur a soumis le projet. Ils nous ont demandé et quand le collège, à quand le lycée, à quand la formation adulte. C'est nos objectifs. L'objectif à terme, c'est de remettre en fait naturellement du mouvement partout dans nos vies et à tout âge. Alors, quelle est la philosophie justement derrière votre programme ? Si on devait donner une grande phrase pour expliquer ce que vous faites. Chez Bouge et Apprends, on permet de passer d'une éducation assise à une éducation active. Est-ce que l'objectif, finalement, c'est
d'apprendre en bougeant, ou est-ce que c'est de bouger juste davantage ce que vous voulez faire? Alors, l'essence même, c'est de bouger davantage, puisqu'on est face à des comportements de plus en plus sédentaires et inactifs, liés à notre confort de vie, hein. Mais l'un n'empêche pas l'autre, puisqu'en fait, il est prouvé scientifiquement que l'activité physique, ça a vraiment des bienfaits sur le cerveau, sur les connexions, sur la vascularisation. Donc, en fin de compte, on utilise simplement quelque chose de physiologique et on le remet au centre pour favoriser les apprentissages. Alors, vous l'avez dit, hein, le but, c'est pas de rajouter du travail aux enseignants. Bien au contraire, ça signifie que ce que vous proposez dans vos activités, ça rentre complètement dans les programmes scolaires? Oui, on est conforme au programme scolaire. Pour l'instant, on a brassé tout le programme de mathématiques, de la petite section jusqu'au CM2, avec de l'activité physique. Et donc, on a développé une plateforme où l'enseignant, il recherche une compétence en mathématiques du programme et il trouve plusieurs activités physiques qu'il le met en jeu. Et puis derrière, on a développé des outils physiques qui s'adaptent au matériel sportif des écoles et donc, du coup, qui s'adaptent à n'importe quel environnement de l'école. Alors, ça veut dire qu'on peut le faire en extérieur comme en intérieur, parce que j'imagine que, par exemple, en hiver, un enseignant, il n'a peut-être pas envie d'aller faire des mathématiques dans la cour. J'avoue que la condition climatique peut influencer. On a quand même majoritairement des activités physiques qui se font à l'extérieur sur un espace plus grand pour favoriser la dépense énergétique. Donc, c'est pas juste se lever et casser la sédentarité, c'est vraiment avoir une activité physique faible à modérée. Et aujourd'hui, les séances que vous proposez, ce sont donc des séances à chaque fois de 30 minutes afin de respecter justement ces recommandations. Oui, au minimum, on peut les faire en 30 minutes, mais derrière, on peut régénérer l'exercice avec de nouvelles données. Tout est automatisé dans la plateforme et donc poursuivre l'exercice plus longtemps si on le désire. Bon, alors aujourd'hui, vous proposez plus de 300 activités, je crois. Ça fait déjà beaucoup. Comment est-ce qu'elles sont organisées? Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer aux enseignants? On va leur proposer de faire les compléments à 10 en s'orientant, de faire les multiplications en lançant. Dans l'application, en fait, on fournit tout le nécessaire, de la description jusqu'aux variations possibles, tant au niveau capacité motrice que compétences scolaires, pour que l'enseignant il soit assez libre et qu'il puisse adapter au niveau de sa classe. Est-ce que ça va être des activités qui sont adaptées à tous les publics? Je pense notamment aux enfants porteurs d'un handicap moteur en priorité, puisqu'on parlera aussi de tout ce qui est troubles de l'attention, etc. un petit peu plus loin dans l'émission, mais là, tout de suite, sur le handicap moteur, vous avez des activités adaptées? Tout à fait. Alors, pour la petite histoire, sur une des phases pilotes, on avait une petite fille qui avait un handicap moteur et qui s'est complètement intégrée au jeu sans aucun souci. Comme on est dans un espace plus grand, de tous les cas, on a quand même beaucoup plus de mobilité, donc beaucoup plus facile d'adapter. Et ensuite, on va en rediscuter. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis peut-être d'activité pour un enseignant qui nous regarde aujourd'hui et à qui vous devez vendre cette solution, à qui vous devez dire que c'est l'investissement à faire, Bouger Apprend, un exemple? Un exemple d'activité, par exemple, on peut travailler, reconsolider la table des multiplications en s'orientant. Donc on va disposer 12 plots dans un espace défini et puis on va dire aux enseignants de placer tel support pédagogique sur tel plot et ensuite donner des fiches parcours aux enfants. Et donc ces enfants, le but du jeu, c'est d'aller seulement à 5 plots du parcours. À chaque fois, il y a une fiche différente et de résoudre les multiplications. Donc, en fin de compte, on va reconsolider plusieurs fois la même table de multiplication. Et puis, on pense à ceux qui ont certaines difficultés encore dans l'acquisition de cette compétence. Et donc, on met un support d'aide un peu plus loin qui nécessite une course un peu plus et donc, du coup, qui est quand même favorable. Et puis, à force de retourner voir la même multiplication, ils finissent par l'intégrer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut un équipement sportif spécifique pour pouvoir utiliser Bouger Apprend? Alors, nous, on s'adapte au matériel présent à l'école. On a développé un petit adaptateur qui se place sur les plots, les briques et les cerceaux et qui permet de tenir du support pédagogique sur du matériel sportif. Ça évite le bricolage, ça évite les bouts de scotch, les morceaux de ficelle que les enseignants font régulièrement. Est-ce que ça nécessite une préparation importante, ces séances, ou est-ce que finalement c'est un petit peu clé en main et à portée de tous les enseignants? C'est clé en main, justement. On a vraiment pensé les outils pour que ça limite le temps de préparation. Donc en fait, sur l'application, en 3 clics, on va trouver une activité physique et puis en 2 clics, on va avoir les données liées à la compétence scolaire qu'on va devoir reporter sur les petits supports pédagogiques réutilisables
qu'on fournit aussi avec les adaptateurs. Est-ce que vous voyez, alors ça fait quelques temps maintenant que vous avez lancé cette solution, est-ce que vous avez peut-être déjà de premiers retours terrain sur justement la motivation des élèves, l'impact aussi sur l'apprentissage ? Oui. Alors, on est une jeune EdTech, on n'existe que depuis mai 2024, mais on a déjà des retours terrain. On a testé avec le rectorat, en partenariat avec le rectorat de Montpellier, dans 4 écoles, avec 12 enseignants et plus de 250 élèves. Et effectivement, c'est sans appel au niveau des enfants. En fait, ils adorent bouger, ils adorent jouer. Donc, du moment où ils sont en mouvement, ils sont convaincus. Je commençais toujours les séances en demandant s'il y en avait qui n'aimaient pas le sport, s'il y en avait qui n'aimaient pas les maths, par exemple. Il y avait toujours des mains qui se levaient. Mais au moment où on dit 3, 2, 1, partez, il y a tout le monde qui est à fond. Et puis quand on fait un retour sur l'expérience, on a 100% d'élèves convaincus. Pour les enseignants, sur les 12, on en avait 2 qui étaient très, très favorables à la solution au démarrage. 2 enseignants eux-mêmes très sportifs personnellement. Et ils disent qu'on a convaincu par l'expérimentation. Bon, écoutez, on va continuer à en parler en seconde partie d'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est le moment d'aller faire un petit tour sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est la sélection rien que pour vous de Dylan Coller. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies. De retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours sur School TV. Et si vous venez de nous rejoindre, on parle aujourd'hui des 30 minutes d'activité physique à l'école primaire. C'est avec mon invité du jour, Mégane Boixière-Marconnet. Et on va continuer à en parler, bien évidemment, dans la seconde partie de l'émission. Et c'est tout de suite. Alors Mégane, je le rappelle, vous êtes la fondatrice de Bouge et Apprends, dont on a commencé à parler bien évidemment tout au long de cette première partie d'émission. Alors juste avant de partir, vous étiez en train de nous expliquer les premiers retours terrain finalement que vous avez vis-à-vis de Bouge et Apprends. Et il s'avère que vous redonnez finalement peut-être un petit peu aussi le goût du sport à travers cette initiative à certains élèves qui peut-être n'aimaient pas beaucoup le sport au départ, n'est-ce pas ? Tout à fait. On dit souvent qu'on est un peu des hackers de cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être engagés pour les maths alors qu'ils aiment moins le sport, et inversement, dès qu'ils vont être engagés pour le sport alors qu'ils aiment moins les maths, à chaque fois, ils ne se rendent pas compte qu'ils font quelque chose qu'ils aiment un peu moins, et ça paraît beaucoup plus naturel.
Est-ce que pour les enseignants, c'est assez difficile ou plutôt assez simple de les convaincre d'introduire finalement du mouvement en classe? Vous nous avez parlé de 2 enseignants qui, eux, étaient plutôt sensibles à la pratique sportive, donc là, ça ne compte pas. Mais est-ce que de manière générale, vous avez l'impression que les enseignants sont plutôt réfractaires ou est-ce que c'est OK, ça va? Non, je pense qu'on est surtout face à des enseignants qui ont une grosse charge mentale, à qui on demande toujours plus et qui sont en quête de solutions. Donc je dirais que non. Sur tous les événements qu'on a pu faire, en tout cas, on a eu que des retours positifs avec des enseignants qui étaient contents qu'on les accompagne dans cette mise en place des 30 minutes d'APQ. Parce qu'au-delà des pauses actives où on casse la sédentarité, finalement, il y a peu de ressources qui traitent de ce sujet-là. Et justement, c'est là tout le cœur du problème, c'est que les enseignants aujourd'hui, en tout cas ceux qui ne sont pas justement sensibles à ces sujets initialement, ils peuvent se sentir un petit peu perdus quand on leur demande d'arriver en classe et de devoir intégrer 30 minutes d'activité tous les jours. Complètement. Il faut savoir quand est-ce qu'on le met, qu'est-ce qu'on enlève à la place. Et puis, il faut savoir que pour quelqu'un qui n'a pas spécialement l'appétence ou la créativité dans la pratique d'activité physique, ça lui demande un effort supplémentaire, donc forcément plus de temps. Donc nous, en fait, on essaye de pallier à tout ça en leur donnant les idées et en leur permettant de les adapter aussi en fonction du niveau de leur classe et en les accompagnant sur la mise en place aussi qui doit être rapide, puisqu'il y a aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'avoir des enfants dans une classe assis individuellement, c'est plus facile qu'avoir des enfants libres dans un espace, bien sûr, où il faut mettre du matériel, etc. C'est chronophage, ça peut prendre du temps. Donc nous, en fait, vraiment, notre point de travail, c'est de limiter ce temps pour que l'activité physique soit plus favorablement mise en place dans les journées d'école. Alors, il y a bien entendu l'aspect physique, ça on l'a pas mal développé, mais il y a aussi le côté apprentissage, c'est tout l'enjeu de bouge et apprends. Est-ce que ça permet aussi le mouvement de peut-être débloquer certains points d'accroche, des points particulièrement frustrants pour certains élèves quand ils ne comprennent pas le fait d'être mis en mouvement? Est-ce que ça peut les aider? Oui, parce que souvent, chez certains enfants, il y a comme des petits blocages. Et en fait, là, on amène un côté ludique. Et donc, du coup, encore une fois, on hack le cerveau des enfants parce que, du coup, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de refaire quelque chose sur lequel ils ont des difficultés. Et puis, il y a toujours ces petits supports d'aide qui favorisent. Et puis, à force de les voir, en fin de compte, c'est la répétition qui crée l'ancrage et la mémorisation. Donc, Est-ce que, justement, on y vient, ça peut aider certains profils d'élèves, plus particulièrement ce type de dispositif? C'est aussi l'objectif de Bouger Apprend. Bouger Apprend, la première idée, c'est de faire bouger davantage les enfants à des fins de santé, mais c'est aussi d'offrir une alternative d'apprentissage à des enfants qui auraient physiologiquement besoin de bouger pour apprendre. On parle ici souvent des enfants TDAH qui ont un trouble déficitaire de l'attention associé à l'hyperactivité. Et en fait, c'est physiologique. Pour ces enfants-là, il y a une déficience en dopamine. Cette déficience en dopamine les empêche d'être attentifs et d'être concentrés. Le sport, c'est le premier vecteur sain de libération de neurotransmetteurs dopaminergiques. Donc en fait, nous, c'est un cercle vertueux. On les met en mouvement, ça crée de la dopamine, cette dopamine leur permet d'être attentifs et cette attention leur permet de mémoriser leur apprentissage. Est-ce que vous avez des indicateurs peut-être qui mesurent l'impact réel sur les résultats scolaires ou est-ce que c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt. Mais on travaille avec un laboratoire, l'école normale supérieure de Rennes, avec l'équipe de Boris Cheval, justement dans cette vision-là de faire une recherche long terme à l'échelle nationale, d'ici quelques mois, l'année prochaine normalement, pour mesurer l'impact de l'apprentissage actif sur les apprentissages, sur la santé des élèves et aussi sur le bien-être, mais aussi sur l'échec scolaire. Bon, alors ça sera l'occasion de vous retrouver sur ce plateau, peut-être pour en parler un petit peu plus longuement. Est-ce qu'il y a en revanche un seuil minimal de mouvement pour observer un bénéfice cognitif? Est-ce que ça, on a des données là-dessus? Alors, je ne dirais pas que c'est un seuil minimal, mais plutôt un seuil maximal. C'est-à-dire que si on est dans une activité physique trop intense, forcément, ça peut être délétère. Donc, c'est pour ça que nous, on est plutôt sur des jeux actifs, sur des jeux traditionnels qui sont utilisés dans l'apprentissage, associés aux apprentissages. Mais on ne va pas chercher une dépense énergétique trop importante. Bon. Vous êtes attaché, je crois aussi, avec votre solution à la question de l'équité, puisque bien évidemment, en fonction de la famille dans laquelle on grandit, des lieux aussi géographiquement dans lesquels on grandit, on n'a pas toujours le même accès à la pratique sportive. Et avec Bouger Apprend, c'est aussi une manière d'avoir un impact là-dessus.
Tout à fait. On sait que chez beaucoup d'enfants, en fait, le temps sportif est lié aux heures d'EPS présentes à l'école. Il y a vraiment une corrélation entre le temps de pratique d'activité physique, d'éducation physique et sportive et de sport, lié au milieu dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'en fait, Bouger Apprend agit à l'école, parce que c'est le lieu d'égalité des chances. Et donc, c'est à cette fin, effectivement. Et puis, bien évidemment, il y a aussi, on en parle, la question des filles et des garçons. On sait que la situation, justement, de sédentarité, elle est plus marquée. Alors là, c'est un petit peu après votre cible, mais elle le deviendra certainement à terme. Elle est plus marquée chez les adolescentes que chez les garçons à partir du collège. Ça, c'est les données de Santé publique France. Est-ce que c'est aussi une manière d'agir là-dessus pour vous ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on veut aussi, c'est remettre du plaisir dans le sport, dans l'apprentissage, et donc aussi montrer aux petites filles que, en bougeant, elles ont leur place, qu'elles y prennent du plaisir, et effectivement contrer un petit peu ce décrochage sportif qu'on observe à l'adolescence, qui est lié aussi aux espaces d'école. Les cours sont beaucoup plus occupés par les petits garçons, les ballons de foot sont plus utilisés par les petits garçons, et puis à l'adolescence, il y a le regard de l'autre, etc. Nous, en fait, on veut un peu déconstruire aussi toutes les idées qu'on a sur le sport compétition, le sport performance. Le sport, en fait, ce n'est pas que ça. Le sport, c'est avant tout du plaisir de jouer, de bouger ensemble et de partager un beau moment. Donc, on recrée aussi un petit peu cette dynamique avec Bouger Apprend, effectivement. Bon, alors, Bouger Apprend, pour quel prix les écoles peuvent-elles s'équiper ? Alors, on est sur un budget moyen de 560 € par élève. Par élève, ça ferait beaucoup, malheureusement, pour les écoles, et je suis pas sûre que la solution fonctionnerait. Mais 560 €, c'est le pack de démarrage pour une école moyenne. Et ensuite, donc ça, c'est le pack avec la licence et le matériel, donc les adaptateurs, les supports pédagogiques. Mais ensuite, il y a la licence à renouveler qui est à environ 300 € par année. Bon, ce qui est effectivement beaucoup plus accessible que 560 € par élève. Alors, puisqu'on est dans l'école du futur, nous, on aime bien se projeter. Alors, est-ce que, in fine, l'école du futur, justement, c'est une école où on apprend peut-être debout, en mouvement, plus librement ? J'adorerais. En tout cas, j'ai un peu l'utopie de me dire que si on pouvait recréer des espaces sur la journée des élèves où le matin, on aurait vraiment de la théorie et l'après-midi, plutôt de l'apprentissage en mouvement, ça serait vraiment une école du futur dans laquelle j'aimerais retourner, en tout cas. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, quelque part, ça me fait penser un petit peu à des pédagogies qui existent déjà. Je pense par exemple à la pédagogie Montessori. Tout à fait, ni plus ni moins. C'est bien la preuve aussi que de laisser le mouvement possible aux enfants permet aussi d'apprendre. Steiner, Montessori, toutes ces pédagogies alternatives en sont la preuve. Bon. Merci beaucoup Mégane Boixier-Marconnet d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondatrice de Bouge et Apprend. Merci aussi aux équipes en régie qui font toujours un formidable travail et Lilian Brément qui en fait un tout aussi formidable de travail. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.